Non seulement le droit peut rattraper le digital, mais le digital est derrière le droit. Il faut être très clair aujourd'hui. Il existe une masse de règles juridiques sur le digital que la probabilité d'être en zone vierge est très faible. En général, la plupart des gens qui disent « il n'y a pas de droit », c'est une non-connaissance des règles de droit plutôt qu'une absence de droit. Alors je ne dis pas bien évidemment que dans certains éléments il y a un vide juridique, mais sur le big data, sûrement pas. Sur les algorithmes, encore moins. Sur les données à caractère personnel, on a un nouveau règlement qui s'applique à l'ensemble de l'Europe. Plus de 100 lois traitent d'informatique et liberté. Et généralement, le numérique, il faut faire une distinction par contre. Sinon, ce que je dis n'est pas complètement juste. Dans le digital, il y a deux ensembles de données. Les données à caractère personnel, dans lesquelles il y a une réglementation, on peut même parler maintenant de surréglementation, parce que la plupart des opérateurs ne connaissent pas l'ensemble du droit. Il y a un risque effectivement que le droit soit en embuscade sur leur action, non pas parce qu'il veut être des fraudeurs, mais tout simplement par ignorance de la règle de droit. Un règlement très important va entrer en vigueur le 25 mai 2018, qui traite de l'ensemble de la donnée à caractère personnel. Dans ce domaine-là, un cadre juridique organisé, puissant, structuré, qui établit la dignité numérique en Europe. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, les données à caractère non personnel. On va parler des données économiques, des données en provenance des smart grids, des données en provenance des Internet des objets. Peut-être que, au fond, même ces données-là, qui sont des données à vocation technique et économique, peuvent être reliées au moins de manière indirecte avec des données nominatives. Mais supposons qu'on est dans un cadre où on n'a pas de données nominatives, alors là, on ne peut pas parler de vide juridique, mais c'est sûr que ce n'est pas le trop-plein. Un exemple, la propriété des données. Tout le monde pense que chacun d'entre nous est propriétaire de ces données. Ils disent c'est mon nom, mon prénom, mon adresse. Quand une entreprise a de la RFID qu'elle met dans un objet particulier pour pouvoir suivre cet objet, à chaque fois elle dit c'est mon équipement et donc c'est mes data. Aujourd'hui, il n'y a pas de propriété des données. Et on est même dans une situation un peu paradoxale, c'est qu'on peut voler des données alors qu'a priori il n'y a pas de propriétaire qui est défini en tant que tel. Donc deux branches. Les données à caractère nominatif pour lesquelles il existe une réglementation extrêmement importante, les données à caractère non nominatif pour lesquelles il y a une attente de droit sur le concept de propriété et qu'aujourd'hui ce n'est pas possible, ça n'existe pas nulle part dans le monde et qu'il faut régler le problème de la propriété des données par le biais des contrats. Un algorithme est une série d'instructions finies qui permet d'atteindre un résultat sans forcément faire une démonstration. Quel est le droit des algorithmes? Mais là encore, toujours la summa divisio. Les algorithmes qui traitent des données à caractère nominatif et les algorithmes qui traitent des données ou des datas qui ne sont pas nominatives. Dans le cas des algorithmes qui traitent des données nominatives, il existe un droit, c'est l'article 10 de la loi informatique Vichy Liberté. Il existe, dans le cas du nouveau règlement, un article particulier qui dit la chose suivante. Nul ne doit prendre des décisions automatisées pour des décisions de justice, mais pour d'autres décisions, telles que des décisions administratives ou des décisions privées, il est possible d'utiliser les algorithmes sous réserve d'une intervention humaine. Il faudra nécessairement créer un comité éthique pour réguler les algorithmes. Il faudra nécessairement créer un nouveau corps de consultants qui sont les commissaires aux algorithmes. Pourquoi? Parce que nous entrons dans une civilisation que j'ai appelée la robo-humanité, dont le niveau préalable, c'est la téléorientation. Vous êtes télésurveillé pour effectivement la sécurité, vous êtes téléguidé pour les transports, vous êtes téléopéré pour la santé, vous êtes télésuggéré pour la culture, vous êtes téléorienté pour le commerce. Nous rentrons dans un mode d'esclave technologique. Le premier exemple d'esclavagisme technologique, c'est le GPS. Oublions
la carte et la boussole, une adresse de destination dans l'ordinateur de bord et l'algorithme, dans une très jolie voix féminine que vous pouvez changer, ce n'est uniquement par défaut, va vous conduire et vous allez vous abandonner dans ses bras. C'est pareil avec Google. Lorsque aujourd'hui vous posez une question dans les 3 premières, l'algorithme de Google est d'une intelligence suprême. Pourquoi ? Parce que dans les 3 réponses de ce triangle d'or, qu'est-ce qui va se passer ? Les réponses, elles sont exactes, ou en tout cas adéquates, et en tout état de cause pertinentes, au regard du coût qu'il faudrait effectivement investir pour en aller chercher une autre. Ce qui veut dire que le monde de votre connaissance est structuré par Google, qui définit votre espace de connaissances disponibles. Je crois que le concept de vie privée n'a plus guère de sens. Pourquoi ? Parce que on mélange vie professionnelle et vie personnelle, on mélange vie privée et vie publique. C'est Facebook, c'est le début du Jurassique virtuel. C'est le début d'un nouveau monde dans lequel on va vivre dans la virtualité. Les 2 enjeux majeurs du droit des données à caractère personnel, c'est le droit à l'intimité de la vie privée, c'est-à-dire le droit vraiment à ce qui fait effectivement mon âme, et le droit à la dignité numérique. C'est pas ma vie privée qui est en jeu dans les grands réseaux de type Facebook, Twitter, c'est ma copie informationnelle. Alors aujourd'hui, c'est un véritable puzzle et mon intimité apparaît à différents niveaux, ma vie privée, mais c'est pas ma vie privée qui apparaît, c'est ma vie tout court. Et que le double informationnel peu à peu va passer d'exemple du puzzle à des pixels, c'est-à-dire plus petit, et puis à un moment donné, c'est vraiment moi. Et lorsque l'algorithme me regarde et au fond des yeux, je m'aperçois que je suis sur une page de Diaz, il me dit « Alain, tu aimes les polars ?» Il me projette effectivement un pop-up, il me condamne à un pop-up sur effectivement les romans policiers. Et malheureusement, il a raison, cet algorithme, à 98%, je vais cliquer et ce qu'il m'a proposé est exact. Pourquoi ? Mais parce qu'il est dans mon intimité. Avec tous ces signaux fiables, il n'a fait que redécider ma personnalité. Et c'est donc pas la protection de ma vie privée, c'est la protection de ma vie numérique tout court. À mon avis, il faut faire là encore une distinction importante entre les robots logiciels et les robots physiques. On va appeler robot logiciel un ensemble d'algorithmes capables effectivement de prendre des décisions de manière autonome. C'est le cas de Watson qui va pouvoir émettre des diagnostics sur certains cancers de manière beaucoup plus exacte que les grands professeurs du domaine. Et là, Watson devient collègue des autres médecins et commet moins d'erreurs qu'eux. Donc ça, c'est les bots, les robots logiciels. Des robots conversationnels comme Amelia, ils vont se généraliser. Et chacun, demain, aura un robot logiciel capable effectivement d'exprimer sa personnalité et on va le coder. Alors soit le coder à la voix, soit le coder vraiment comme les Nao ou les Pepper qui sont derrière moi. Et puis deuxième cas, les robots peuvent effectivement contaminer, migrer vers une coque qui dispose d'actionneurs et de capteurs. La grande différence, c'est que là, le robot physique va pouvoir modifier l'environnement. Qu'est-ce qu'un robot ? Eh bien, c'est une machine intelligente, capable de prendre des décisions qui n'ont pas été programmées de manière automatique et qui, dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément, mais ce sera souvent le cas, soit en position de mobilité. À partir de là, ce robot physique, capable de modifier son environnement et de le comprendre, dispose d'une double indépendance. Une indépendance de mobilité, la Google Car n'est pas sous le contrôle du gardien, qui que ce soit Google ou un autre. Il y a trop de distance, elle a fait des millions de kilomètres. Donc, autonome par rapport à son gardien juridique, autonome aussi parce qu'elle prend des décisions qui ne sont pas le résultat d'automatisme. Cette double autonomie dote effectivement les robots d'une forme
primitive de penser. C'est ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle faible. Et dans ce cas, il faudra créer, aujourd'hui il n'existe rien, il faudra créer des droits et des devoirs pour les robots, en termes de responsabilité, en termes de traçabilité, en termes de dignité, et même en termes de créativité, car les robots aujourd'hui sont capables de produire des œuvres, osons le terme, équivalentes en termes de pouvoir émotionnel aux humains. Or, aujourd'hui, on ne reconnaît que les œuvres créées par des humains. Mais lorsqu'on n'est pas capable de faire la distinction entre deux œuvres, et lorsque ces deux œuvres donnent la même puissance émotionnelle, il me semble que le robot créateur devrait avoir ses droits reconnus. En fait, on a une personne physique et on lui a donné une personnalité juridique générale. Lorsqu'on a utilisé la cristallisation du capitalisme dans les personnes morales pour pouvoir effectivement mettre en commun les investissements, on a créé une personne morale avec une personnalité juridique distincte de la personnalité des personnes physiques. Et bien, de la même manière, osons le terme personne-robot, c'est une nouvelle espèce, un homme, deux femmes, trois robots. Bon là je plaisante, mais pas vraiment, vous avez compris. La personne-robot avec un nom, il faut pouvoir l'identifier avec un numéro, avec une adresse de localisation, que ce soit une adresse IP, puis ça revient au même. Et puis ce robot avec une personnalité juridique singulière. Personnalité juridique singulière parce que ce n'est plus un grille-pain, et ce n'est pas, et ça ne sera pas, un humain. En ce qui me concerne, je ne crois pas pour l'instant, en tout cas pour les 10 ans qui viennent, et je veux faire que du droit que l'on peut a priori envisager, demain, on a une nouvelle espèce artificielle qui vient de naître, il faut l'organiser sur le plan juridique. L'enjeu des 5 prochaines années, c'est la naissance d'une nouvelle civilisation. Au moins, on est dans une vraie rupture technologique, mais bien plus importante que l'arrivée du numérique et encore plus que l'Internet. Cette rupture technologique, je l'ai appelée la robo-humanité, parce que les hommes devront apprendre à vivre et surtout à survivre avec les robots, tels que Pepper, Nao, et ils vont prendre de plus en plus d'intelligence. Il y a par exemple un projet qui est en cours de lier Watson avec Nao. Vous vous rendez compte l'empathie que crée effectivement Nao qui nous écoute, et imaginez-le avec la puissance de Watson telle qu'elle existe aujourd'hui en matière de santé, ou tout simplement dans le jeu Jeopardy, où il a écrasé les plus grands champions. Et je ne vous dis pas demain, Watson, plus effectivement DeepMind, celui qui a battu effectivement au jeu de Go 4-1, vous voyez la puissance qui peu à peu va être embarquée ou rester à distance sur effectivement ces robots. Cette robot-humanité demandera de nouvelles règles. Et je milite, je défends l'idée, à la fois comme président de l'Association française des droits des robots, mais aussi comme président de l'Association mondiale des droits des robots, qu'il faut d'entrer maintenant, où c'est tout au début, il faut construire des robots éthiques by design. Des robots qui ne font pas la guerre. Des robots qui ne sont pas prévus pour demain faire des jeux comme ça commence, de vrais robots qui sont censés se battre comme des gladiateurs. Non, il faut penser le robot comme un compagnon de l'homme. Pas un outil, c'est pas une prothèse. Alors c'est vrai que les robots vont s'humaniser peu à peu avec de la peau, de l'empathie. C'est vrai que nous, on va aller vers l'eugénisme technologique. Il faudra y faire très attention de l'augmenter. Mais dans les 10 ans qui viennent, il faut organiser la vie avec les algorithmes et la vie avec les robots. Exemple de vie avec les algorithmes. Oui pour le GPS, oui pour me conduire, mais il faut nécessairement une notice qui définisse effectivement ce que fait l'algorithme, les risques qu'il prend, les options qui par défaut sont faites en cause. Je ne dois pas comprendre la mathématique de l'algorithme, mais je dois comprendre ce que fait l'algorithme avec mes données et comment il conduit ma vie. Donc le monde de demain, ce sera le monde de vivre avec les robots, que ce soit les robots logiciels, robots virtuels ou les robots physiques,
dans un monde où, effectivement, il faudra protéger les robots, mais il faudra aussi protéger l'homme des robots. Et pour cela, je souhaite que des comités d'éthique soient intégrés dans les entreprises fabricantes. Je souhaite qu'on pense à une robotique éthique by design pour lesquelles le meilleur de l'homme sera effectivement communiqué au meilleur du robot. Je crois que le bonheur est dans la robotique. À titre personnel, je pense qu'il faut être conscient qu'innovation et régulation doivent être conjuguées au temps présent pour le monde futur, mais c'est un tel merveilleux monde. Un monde dans lequel, par exemple, on va pouvoir vivre avec les robots. Ça veut dire quoi? Parce que Google, on peut faire une critique comme je l'ai faite, mais Google, c'est l'ensemble de l'information mise à ma disposition. Facebook, c'est merveilleux Facebook. 1,6 milliard de personnes qui sont en communauté. On est à 5 personnes pour tendre la main au monde. Vous voyez? C'est magnifique. Il a compris que nous étions ensemble. Les robots montrent bien qu'aujourd'hui, on peut créer du bonheur.